Quand Emma Chen annonce à l'arrogant millionnaire James Maxwell qu'elle est enceinte de son enfant, il éclate de rire et l'accuse de monter une arnaque. Mais 6 mois plus tard, lorsqu'un test ADN prouve qu'il est bien le père, James réalise qu'il vient peut-être de perdre sa seule chance de connaître le vrai bonheur. Les tables immaculées et les lustres en cristal du restaurant 5 étoiles de l'hôtel Sterling offraient un contraste frappant avec les chaussures de service usées d'Emma Chen. Après un autre épuisant service de 12 heures, ses pieds la faisaient souffrir. Mais elle força un sourire en disposant les couverts étincelants, dont chaque pièce valait plus que son salaire journalier. À 26 ans, elle n'aurait jamais imaginé être encore serveuse, mais la maladie de son père avait vidé leurs modestes économies. Entre les factures médicales et le loyer de leur petit appartement, les pourboires d'Emma suffisaient à peine à les maintenir à flot. Le mois dernier, elle avait mis en gage les bijoux de sa mère pour payer le dernier traitement de son père, et la culpabilité de s'être séparée de cet héritage familial la rongeait toujours. Mais voir le sourire fier de son père quand elle lui apportait sa soupe préférée après chaque séance de chimiothérapie rendait chaque sacrifice acceptable. Les riches clients du restaurant ne la remarquaient même pas, leur regard glissant sur elle comme si elle faisait partie du décor luxueux. Enfin, jusqu'à ce que James Maxwell commence à fréquenter l'établissement. Jeune PDG des hôtels Sterling, sa réputation le précédait, brillant, impitoyable et terriblement arrogant. Contrairement aux autres habitués qui traitèrent le personnel comme du mobilier, James la fixait avec une intensité qui lui faisait monter le rouge aux joues. Tout avait commencé par de simples demandes. Il demandait toujours à être dans sa section, prenait son temps pour discuter des vins, restait même après le départ de ses associés. Emma essayait de garder ses distances, mais quelque chose en elle l'attirait. Peut-être était-ce l'éclair de solitude qu'elle surprenait parfois dans son regard quand il pensait que personne ne regardait. Ou bien le fait que son sourire, d'abord calculé, s'adoucissait en quelque chose de sincère lorsqu'elle osait contredire ses choix de vin. Peu importait la raison, ils allaient bientôt franchir une limite dont aucun d'eux ne soupçonnait les conséquences. Leur histoire commença un mardi soir tranquille, alors que le restaurant était presque vide. James sirotait un verre de Bordeaux, la cravate desserrée, semblant plus humain que PDG. « Dites-moi honnêtement, » demanda-t-il en désignant la carte des vins. « Vous choisiriez quoi ?» Cette question lança une conversation qui dura bien au-delà de l'heure de fermeture. Emma se surprit à partager son rêve de terminer ses études de commerce, tandis que James révéla le poids de l'héritage familial qu'il portait sur ses épaules. Ce soir-là, il n'était plus un magnate jouant un rôle devant les actionnaires, mais simplement un homme partageant ses craintes avec une femme qui voyait au-delà de sa fortune. Les conversations tardives devinrent des dîners clandestins dans de petits restaurants où personne ne connaissait le nom Maxwell. Emma lui fit découvrir des plats de rue bien meilleurs que ses repas 5 étoiles, tandis que James l'emmena dans des jardins secrets perchés sur les toits de la ville, où il pouvait oublier le monde en contrebas. Il lui confia que sa dernière relation avait pris fin lorsqu'il avait découvert que son ex vendait des histoires aux tabloïds. Et Emma partagea la culpabilité qu'elle ressentait de ne pas pouvoir offrir à son père les soins qu'il méritait. Dans ces moments volés, richesse et statut disparaissaient, ne laissant que deux âmes solitaires qui se comprenaient. Mais la réalité finit toujours par rattraper les rêves. Les membres du conseil d'administration de James commencèrent à murmurer à propos de sa fréquentation d'une simple serveuse, et les collègues d'Emma lui soufflèrent des avertissements sur les hommes riches qui s'amusaient avec les employés avant de les jeter. Pourtant, chaque fois que le doute surgissait, James laissait une rose sur son casier, où Emma redressait sa cravate avec une douceur qui fissurait ses défenses soigneusement construites. Pendant 6 semaines, ils vécurent dans cette bulle fragile, où l'amour semblait capable de tout surmonter. Aucun des deux ne se doutait que cette confiance naissante allait être mise à l'épreuve comme jamais. Le matin où Emma découvrit qu'elle était enceinte, ses mains tremblaient si fort qu'elle fit tomber 3 tests de grossesse dans les toilettes de la pharmacie. Tous positifs. Sa première pensée ne fut ni la peur ni le regret, mais le souvenir du regard attendri de James en observant une famille dans un parc le week-end précédent. Cet espoir ne dura que 6 heures, le temps pour elle de lui annoncer la nouvelle dans son bureau. Elle choisit ses mots avec soin,
son cœur battant entre la terreur et l'amour. Le changement sur son visage fut immédiat, de la surprise à la méfiance, puis à quelque chose de glacial. Combien demanda-t-il, son ton aussi tranchant que lors de ses acquisitions hostiles. Emma le fixa, incrédule, tandis qu'il sortait son carnet de chèques. Soyons réalistes sur ce que tu cherches vraiment. Les mots la frappèrent comme des coups physiques. Derrière lui, elle vit les membres du conseil à travers la paroi vitrée, leurs airs satisfaits confirmant qu'ils avaient empoisonné son esprit depuis des semaines. « Je ne veux pas de ton argent », murmura Emma, la voix brisée. « Je croyais que tu me connaissais. » Mais l'homme avec qui elle avait partagé des tacos et des secrets sur les toits avait disparu, remplacé par un PDG méprisant qui ne voyait que des profiteuses. Il éclata alors de rire, un son cruel qui réduisit en miettes chaque moment tendre qu'ils avaient à partager. « Allons, ricana-t-il. Tu veux vraiment me faire croire que ce n'était pas ton plan depuis le début? Une serveuse qui tombe enceinte d'un Maxwell? Comme par hasard? » Emma recula, une main posée sur son ventre en protection instinctive. Dans l'autre, elle tenait sa lettre de démission, qu'elle avait écrite ce matin-là, persuadée qu'ils affronteraient à cette épreuve ensemble. Elle la posa sur son bureau, les larmes coulant enfin. « Tu sais ce qui est drôle ?» dit-elle doucement. « J'avais plus peur que tu ne veuilles pas être père que d'être mère seule. Je n'ai jamais imaginé que tu pourrais croire que je mentais. C'est dire à quel point j'avais confiance en toi. » Elle se retourna vers la porte, s'arrêta un instant et ajouta « Félicitations, monsieur Maxwell. Tu viens de prouver à tout le monde qui tu es vraiment. » Les 3 mois suivants furent les plus difficiles de la vie d'Emma. Elle trouva un emploi dans un petit café le jour et prit des shifts de nuit dans une pharmacie ouverte 24 heures sur 24, dormant par tranches de quelques heures. Son père l'observait avec inquiétude alors que sa grossesse avançait, mais elle refusait de le laisser voir ses larmes. Celles-ci étaient réservées aux nuits solitaires, lorsqu'elle caressait doucement son ventre arrondi, se demandant comment quelque chose d'aussi précieux pouvait naître d'un chagrin aussi profond. La sagesse de son père, forgée par son propre combat contre le cancer, perça ses défenses un soir de pluie. « Parfois, » dit-il en regardant Emma trier les factures médicales sur la table de la cuisine, « le plus grand courage, ce n'est pas d'affronter la vie seule, c'est de donner à quelqu'un la chance de prouver qu'il peut changer. » Emma leva les yeux, apercevant son reflet dans la fenêtre. Il était si fragile maintenant, mais restait son plus grand soutien. Et parfois, répliqua-t-elle doucement, la plus grande sagesse, c'est de protéger son cœur pour ne pas le voir briser une seconde fois. La vie suivait un rythme épuisant. Travail, rendez-vous médicaux, soins à son père, sommeil, et on recommence. Elle vendit sa voiture pour payer le prochain traitement de son père et prit le bus partout, malgré ses chevilles gonflées. Quand ses collègues lui demandaient où était le père du bébé, elle répondait simplement qu'il n'était pas dans le tableau. La nuit, elle parlait à son enfant à naître, lui promettant qu'ils se suffiraient l'un à l'autre, même si les gros titres sur le dernier triomphe de James Maxwell attiraient son regard à la caisse du supermarché. Elle était déterminée à prouver que l'amour ne nécessitait pas des millions pour grandir, juste un cœur assez fort pour le porter. 6 mois après qu'Emma ait quitté son bureau, James Maxwell n'arrivait pas à se défaire du fantôme de ses derniers mots. Le succès lui semblait vide. Son empire s'étendait tandis que sa conscience se réduisait. À chaque réunion du conseil, on louait son sens des affaires, mais la nuit, il se surprenait à regarder d'anciennes vidéos de surveillance d'Emma au restaurant, cherchant dans son visage des signes de tromperie qu'il savait inexistants. Le déclic eut lieu lors d'un gala de charité. Il l'aperçut de l'autre côté de la rue, attendant un bus sous la pluie. Sa grossesse était maintenant évidente. Sa main protégeait instinctivement son ventre arrondi, tandis qu'elle portait 2 sacs de course. Avant que son chauffeur ne puisse s'arrêter, elle était déjà montée dans le bus, mais l'image le hanta. Emma Chen, la femme qu'il avait accusée d'être une profiteuse, prenant les transports en commun en fin de grossesse tout en multipliant les emplois.
Je dois savoir, déclara-t-il à son avocat dès le lendemain, autorisant une enquête privée. Une semaine plus tard, le rapport atterrit sur son bureau et chaque page fut un coup de poignard. Emma avait vendu sa voiture pour payer des factures médicales. Pas les siennes, mais celles de son père. Elle enchaînait des heures supplémentaires à la pharmacie malgré de violentes nausées matinales. Il n'y avait aucun compte bancaire secret, aucune tentative de contacter la presse, aucune preuve des manipulations dont il s'était convaincu. Les résultats du test ADN arrivèrent un mardi matin, enfouis sous des propositions d'acquisition et des bilans trimestriels. Les mains de James tremblèrent en lisant la confirmation. 99,9% de probabilité de paternité. Il resta assis dans son bureau pendant des heures, fixant les résultats à travers ses larmes, réalisant avec horreur à quel point il avait rejeté la seule personne qu'il avait vue pour autre chose que son compte en banque. La vérité qu'il avait exigée était là, mais au lieu de le soulager, elle ne fit que l'écraser sous le poids de son arrogance. Sa plus grande peur, être utilisé pour son argent, l'avait conduit à détruire quelque chose d'inestimable. Un amour sincère. La pleine mesure de son erreur se révéla par étapes. Chaque détail du rapport de l'enquêteur était une condamnation de son caractère. Emma avait mis en gage l'alliance de sa mère pour financer la chimiothérapie de son père. Elle dormait sur un canapé-lit, ayant transformé sa chambre en une petite nurserie avec des meubles d'occasion. Tandis qu'il signait des contrats à plusieurs millions, elle découpait des coupons pour acheter des affaires pour son bébé. Une photo de surveillance lui fit particulièrement mal. Emma, devant une boutique haut de gamme pour bébé, regardant la vitrine avant de s'éloigner en essuyant ses larmes. C'était le même magasin où sa sœur achetait les vêtements de ses enfants, où une seule tenue coûtait plus qu'Emma ne gagnait en une semaine. Le reçut dans son portefeuille, 3 costumes de luxe dont il n'avait pas besoin, lui apparut soudain comme la preuve accablante de tout ce qui clochait dans son monde. Sa transformation ne fut pas immédiate, mais elle fut profonde. Les réunions du conseil, autrefois son terrain de jeu, lui semblèrent vides de sens lorsqu'il comprit que personne parmi ceux qui prétendèrent protéger ses intérêts n'avait jamais fait preuve d'un centième de l'intégrité qu'Emma montrait chaque jour. Il commença à voir ce dont il avait été aveugle. La façon dont ses dirigeants méprisaient le personnel de service. Comment la richesse servait de mesure de la valeur humaine. Comment ses propres peurs avaient fait de lui l'homme qu'il ne voulait jamais devenir. Le coup final arriva lorsqu'il apprit qu'Emma refusait de demander une pension alimentaire, malgré l'accumulation de ses propres factures médicales. « Elle ne prendra pas un centime », rapporta son avocat, perplexe. « Elle dit qu'elle préfère travailler 3 emplois plutôt que de te donner raison sur ses intentions. » À cet instant, debout dans son bureau avec vue sur une ville qu'il pensait posséder, James Maxwell, l'homme qui pouvait tout acheter, réalisa qu'il avait perdu la seule chose qui comptait et que sa fortune était impuissante à la récupérer. Le chemin vers la rédemption ne passa pas par de grandes déclarations, mais par des gestes silencieux qu'Emma ne saurait peut-être jamais. Il régla anonymement les factures médicales de son père, s'assurant que l'hôpital lui offre les meilleurs soins sans qu'elle puisse remonter jusqu'à lui. Apprenant qu'elle prenait toujours le bus, il fit installer un abri à son arrêt habituel, un petit confort dont elle ne saurait jamais l'origine. Mais son changement alla bien au-delà de l'argent et du pouvoir. Il commença à faire du bénévolat dans un service oncologique similaire à celui où son père était traité, écoutant les histoires de familles déchirées par la maladie et la pauvreté. Chaque récit de sacrifice et de résilience lui rappelait la force d'Emma, lui apprenant des leçons que son MBA de Harvard ne lui avait jamais enseignées. La vraie valeur, la dignité humaine. Le plus difficile fut de respecter les limites d'Emma tout en prouvant qu'il avait changé. Quand il trouva enfin le courage de lui rendre visite au restaurant où elle travaillait, il ne vint pas dans son costume de luxe ni en voiture avec chauffeur. Il portait des vêtements simples et prit le même bus qu'elle, vivant lui-même l'épuisant trajet qu'elle affrontait chaque jour. La voir, enceinte de 7 mois et toujours enchaînant les doubles shifts, faillit l'anéantir. « Je ne veux pas de ton argent », dit-elle aussitôt, avant qu'il puisse parler. « Je ne suis pas là pour en proposer », répondit-il doucement. « Je suis là pour te dire que j'avais tort et pour te demander ce dont tu as besoin.
pas en tant que Maxwell, mais en tant que père de ton enfant. La réponse d'Emma le transperça. Ce dont j'avais besoin, c'était ta confiance, il y a 6 mois. Ce dont j'ai besoin maintenant, c'est de savoir que mon enfant ne grandira pas en ayant à prouver sa valeur à son propre père. Au lieu de se disputer, James commença à se montrer, non pas au restaurant, mais à l'hôpital de son père. Il passa des heures dans la salle d'attente pendant les séances de chimiothérapie, prêt à aider si nécessaire, mais sans jamais s'imposer. Il se renseigna sur les assurances et la facturation médicale, utilisant son expertise non plus pour amasser des millions, mais pour aider d'autres familles à naviguer dans le labyrinthe du système de santé. Certains jours, Emma faisait semblant de ne pas le voir. D'autres jours, elle le laissait porter ses courses ou tenir un parapluie sous la pluie. De petits instants de confiance, reconstruits un geste à la fois. Lorsque le père d'Emma s'éteignit un paisible dimanche matin, James se trouvait dans le couloir de l'hôpital. Il avait passé la nuit sur place après avoir remarqué l'épuisement d'Emma, insistant pour qu'elle se repose pendant qu'il veillait. Son père leur avait adressé un dernier sourire plein de sagesse avant de s'endormir pour toujours. Dans ces instants de chagrin brut, alors qu'Emma sanglotait sur une chaise en plastique, tous les murs entre eux s'effondrèrent. James la prit dans ses bras sans attente ni condition, comprenant enfin que la véritable force ne réside pas dans le contrôle, mais dans la présence lorsqu'on ne peut rien contrôler. Les funérailles furent simples mais dignes, organisées par Emma, mais payées anonymement par James via le fonds d'aide aux familles de l'hôpital. Tandis qu'Emma se tenait près de la tombe, une main posée sur son ventre de 8 mois, l'autre serrant le livre préféré de son père, James resta en retrait, respectant son espace tout en veillant à ce qu'elle ne soit pas seule. Ce furent les dernières paroles de son père qui résonnèrent dans son esprit. L'amour ne dépend pas du mérite, lui avait confié l'homme. Il s'agit de devenir meilleur, parce que quelqu'un croit que tu en es capable. Leur guérison commença par de petits pas. Emma finit par accepter que James la conduise à ses rendez-vous médicaux, la voix pragmatique de son père résonnant dans sa tête, lui rappelant que la fierté ne devait pas surpasser la sagesse. Lors d'une échographie, lorsque le battement de cœur de leur bébé emplit la pièce, leurs regards se croisèrent dans un émerveillement partagé, et le passé sembla reculer comme une marée descendante. « Il a ton nez », murmura Emma en lui montrant l'image du scanner. « Pauvre gamin », répondit James, et son rire, le premier depuis la mort de son père, sonna comme un pardon. 2 semaines avant son terme, Emma découvrit une lettre que son père lui avait laissée. Parfois, l'amour prend le plus long chemin pour rentrer chez lui, avait-il écrit, mais cela ne rend pas la destination moins précieuse. Ce soir-là, lorsque James lui apporta ses vitamines prénatales et un autre volet de son guide détaillé pour aider les familles à contester leurs factures médicales, Emma leur prépara du thé. Ils s'assirent dans sa petite cuisine, planifiant l'avenir de leur enfant, non comme un PDG et une serveuse, mais comme 2 personnes ayant appris, à la dure, que l'amour valait plus que n'importe quel compte en banque. 1 an plus tard, le restaurant du Sterling Hotel, où leur histoire avait commencé, avait radicalement changé. Un centre de garde d'enfants ultramoderne occupait désormais l'espace autrefois réservé aux bureaux des cadres, et les enfants des employés venaient trop souvent rendre visite à leurs parents pendant les pauses déjeuner. La salle du conseil, autrefois dédiée aux projections de bénéfices, accueillait désormais des réunions sur le bien-être des employés et des initiatives de soutien à la communauté. Mais le plus grand changement ne se trouvait pas dans le bâtiment. Il résidait en son propriétaire. James Maxwell, autrefois réputé pour son sens impitoyable des affaires, était devenu un fervent défenseur de la réforme du monde du travail. Son expérience personnelle avait déclenché une révolution dans la manière dont les hôtels Sterling traitaient leurs employés, en particulier les parents et les aidants familiaux. L'entreprise offrait désormais une couverture médicale complète, y compris un soutien intégral pour les traitements du cancer, une politique officieusement connue parmi le personnel sous le nom de Initiative Emma Chen. Emma termina son diplôme de commerce, suivant des cours du soir pendant que James s'occupait de leur fils, Marcus. Elle refusa son offre de financer ses études, mais accepta sa proposition de diriger la nouvelle fondation caritative de l'entreprise, axée sur le soutien aux familles confrontées à des crises médicales.
Son expérience en tant que serveuse et aidante familiale façonna des politiques qui allaient bien au-delà de la simple responsabilité d'entreprise pour provoquer un véritable changement. Leur fils grandit en un bambin joyeux, portant de minuscules nœuds papillons à la crèche et arborant le sourire doux de son grand-père. Pour son premier anniversaire, ils célébrèrent dans le petit restaurant italien où ils avaient eu leur premier véritable rendez-vous. Tandis que Marcus jouait avec les enfants du personnel du restaurant, dont Emma avait aidé plusieurs à traverser des épreuves, James l'observa travailler sur son ordinateur portable, finalisant un nouveau programme d'aide médicale d'urgence pour les travailleurs du secteur de la restauration. Je me suis trompé sur ce qui rend une personne riche, lui confia-t-il plus tard ce soir-là, alors qu'il se tenait sur le balcon de ce qui était désormais leur maison commune. Emma leva un sourcil interrogateur. La vraie richesse, expliqua-t-il, ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on donne. Mon père a bâti un empire hôtelier, mais toi, tu as construit quelque chose de bien plus grand, un héritage de compassion. Emma sourit, effleurant le médaillon qu'elle portait, contenant la photo de son père. Il disait toujours que les plus beaux cadeaux de la vie se cachent parfois derrière nos plus grands défis. Elle prit la main de James, l'entraînant à l'intérieur, où leur fils dormait paisiblement. Et parfois, ajouta-t-elle doucement, il faut tout perdre pour trouver ce qui compte vraiment. Au-dessus d'eux, les étoiles scintillaient comme des diamants éparpillés, mais aucun des deux ne les regarda. Ils avaient compris que la vraie richesse ne se trouvait pas dans les étoiles que l'on pouvait acheter, mais dans l'amour que l'on choisissait de donner librement, même et surtout lorsque cela semblait impossible. Leur histoire, née de la méfiance et de l'orgueil, s'était transformée en quelque chose de bien plus précieux que n'importe quelle fortune. Une preuve éclatante du pouvoir des secondes chances et de la vérité que l'amour véritable ne voit pas les comptes en banque. Il ne voit que les cœurs capables de changer.